Les sionistes ont volé la terre des Palestiniens, les ont massacrés et les ont chassés de leurs maisons. C'est ce que vous entendez de la part des Palestiniens et de leurs partisans. Dans cette vidéo, je vais parler de la Nakba, c'est le nom arabe de la catastrophe palestinienne de 1948. Je vais aborder le plan de partage, le plan d'aller, d'Ir Yassin et bien plus encore. Mais cette fois, mon approche sera de prendre une vidéo du groupe Volks Media qui parle du même sujet, mais d'un point de vue palestinien, puis nous pourrons la déconstruire ensemble. Pour information, Volks est un groupe de médias progressistes américains fondé par Ezra Klein, un juif américain. J'ai choisi cette vidéo parce qu'elle a été soigneusement conçue pour présenter le récit palestinien. Commençons, il y a beaucoup à analyser. J'ai mis des repères pour accéder directement à Dir Yassin ou au plan d'Alet, avec un lien vers la vidéo complète de Volks ci-dessous. Cette histoire a été soigneusement dissimulée, délibérément déformée et, en Occident, largement oubliée. Celle-ci est réussie. J'aime l'effet du document en hébreu avec toutes les lignes barrées en noir, comme s'ils étaient sur le point de révéler un grand secret, vraiment caché et oublié en Occident. Dir Yassin a probablement fait l'objet de plus d'articles et d'études que tout autre événement de la guerre de 1948. Le nombre de morts était d'environ 100. Il n'y a pas beaucoup d'événements avec un nombre de victimes aussi faible qui ont reçu autant d'attention. Je reviendrai sur ce point vers la fin de la vidéo. Le massacre dans ce village était l'un des nombreux événements catastrophiques de cette série. Vraiment? Alors pourquoi Dir Yassin est-il toujours l'exemple cité? C'est comme quand on n'a qu'un seul exemple, alors on dit simplement, etc. Quand des centaines de milliers de Palestiniens ont été violemment déplacés de leur terre natale afin de créer l'État d'Israël, Il est essentiel de comprendre le faux récit palestinien. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les Palestiniens se sont vus offrir un État, ils l'ont rejeté, ils ont commencé à tuer des civils juifs et ont ensuite perdu la guerre qu'ils avaient à commencer. Nous en reparlerons bientôt. les frontières de la Palestine ont changé de force avec le temps, mais la région a historiquement abrité les Palestiniens durant des siècles. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans différentes vidéos, mais je suis heureux de le répéter ici. Non, ce n'est pas vrai. Jusqu'au début du XXe siècle, il n'existait pas de peuple palestinien. Des milliers de pèlerins ont visité la terre d'Israël au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Aucun n'a vu ou rencontré de Palestiniens. Sous l'Empire ottoman, la région comptait des musulmans, arabes, bédouins, chrétiens, juifs, druzes et circassiens. Tous les peuples ont le droit à l'autodétermination, mais vous n'avez pas le droit de réinventer l'histoire. Grécian a aidé le mouvement sioniste à prendre de l'ampleur et un slogan a émergé. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et cela envoie un message aux dirigeants occidentaux selon lequel les personnes qui vivaient en Palestine depuis des générations pouvaient simplement être déplacées ailleurs. Ici, nous avons seulement 4 phrases, et Volks a réussi à y glisser autant de désinformation. Volks veut vous montrer que les Juifs ont planifié le transfert des Arabes. Le fait est que dans tous les documents sionistes, du premier congrès sioniste à la déclaration d'indépendance d'Israël, il n'y a absolument rien qui soutienne cette théorie. En réalité, ils affirment le contraire, que tous les peuples bénéficieront de droits égaux. Le slogan « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre » a été prononcé par Israël Zangwill à la fin du XIXe siècle en Grande-Bretagne. À cette époque, la terre d'Israël était une partie négligée de l'Empire ottoman. Donc, prendre une phrase qui a été dite en Grande-Bretagne environ 30 ans avant l'effondrement de l'Empire ottoman et prétendre que c'était la politique dans les années 1930, c'est de la pure manipulation. Il est affirmé dans la vidéo que cela envoie un message à l'Occident selon lequel les gens pouvaient être facilement déplacés. Qui envoie un message ? Le mouvement sioniste n'a jamais rien dit au sujet de l'expulsion des non-juifs de la terre. Au contraire, le mouvement sioniste a dit très clairement que toutes les personnes de toutes les religions pouvaient se voir accorder leurs droits humains. Maintenant, la phrase suivante est le véritable chef-d'œuvre de la désinformation. Je dirais que lorsque vous parlez de n'importe quel sujet, il y aura probablement des opinions différentes, et il est difficile de connaître tous les détails, et il se peut que vous oubliez les faits qui ne sont pas en votre faveur. Mais cette phrase suivante montre qu'ils connaissent les faits, mais qu'ils les détournent simplement.
La violence a éclaté, enracinée dans des tensions liées à la terre. La violence a éclaté soudainement, sans prévenir. C'est comme dire qu'en 1939, la violence a éclaté en Europe et que les Britanniques ont bombardé l'Allemagne. En 1941, la violence éclate. Les Américains bombardent des villes japonaises. Maintenant, la vérité. En 1920, 1921, 1929 et de 1936 à 1939, les Arabes ont attaqué les Juifs. Des attaques brutales et des pogroms ont visé les Juifs à Jérusalem, Jaffa, en Galilée, à Hébron et à Gaza. Même les Israéliens ne le savent pas, mais jusqu'en 1921, il y avait des Juifs à Gaza. De nombreuses anciennes communautés juives, dont beaucoup n'avaient rien à voir avec le sionisme, ont été anéanties. L'essentiel est clair. Les Arabes ont attaqué les Juifs, détruit des communautés, incendié des villages et tué des Juifs dans les colonies. Dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai montré les noms de certaines colonies juives qui ont été détruites par les Arabes. Je vais le montrer à nouveau. Tout au long des années, de 1920 et 1930, avant que le moindre Arabe ne quitte sa maison pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, les Juifs étaient attaqués, des communautés anciennes étaient détruites et des colonies juives devaient en être abandonnées. Ce n'est pas un simple accès de violence isolé. Il s'agit d'une violence continue perpétrée contre les Juifs par les Arabes. Donc ce n'est pas comme si la violence avait simplement éclaté en 1948, comme Volks voudrait nous le faire croire. Poursuivons. Le point suivant est crucial. Les Britanniques ont formé et armé les milices sionistes pour réprimer la rébellion. Donc les Britanniques ont formé les Juifs. Que puis-je dire? C'est la vérité. Mais Volks a oublié de mentionner 2 points importants. Tout d'abord, ils ont aussi formé des Arabes. Juifs et Arabes travaillant tous deux pour les Britanniques, aussi comme forces armées. Et deuxièmement, ils ont oublié de vous dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont formé les Juifs parce que les Arabes avaient déjà conclu un pacte avec les nazis. Ces idiots de Volks sont oubliés. Ce sujet mérite sa propre vidéo, mais voici un bref résumé de ce qui s'est passé. Le chef des Palestiniens, Aminil Husseini, a vécu à Berlin nazi pendant 3 ans durant la guerre. Il a rencontré Hitler et d'autres hauts officiers SS. Le plan était que lorsque Rommel aurait conquis le Moyen-Orient, un camp de la mort serait installé dans la vallée de Dutan et géré par les Arabes. Rommel a été arrêté par Montgomery à El Alamein, mais il y avait un autre plan nazi-arabe appelé l'Opération Atlas. Le plan était que quelques Arabes et Allemands arriveraient par voie aérienne et empoisonneraient l'eau potable de Tel Aviv. Les Britanniques ont réussi à y mettre un terme. Vous n'avez jamais entendu parler de ces liens nazis-palestiniens. Je ne vous en veux pas. Les médias traditionnels n'en parlent pas. Ne me croyez pas sur parole. Cherchez l'opération Atlas sur Google. Tout est documenté. Donc oui, les Britanniques ont bien armé les Juifs contre les nazis allemands et contre les nazis arabes. Continuons. Un comité spécial de l'Organisation des Nations Unies a proposé de diviser la Terre en un État juif et un État arabe. On l'a appelé le plan de partage de 1947. Nous ne pouvions pas accepter le plan de partage parce qu'à cette époque, la population était presque de 2 contre 1. Mais le plan proposait de donner plus de la moitié des terres, et souvent les plus fertiles, aux zones de l'État juif. D'un point de vue purement pragmatique, le plan de partage n'avait pas beaucoup de sens pour les Arabes palestiniens. Volks devrait vraiment recevoir un prix ici, un prix pour avoir choisi les mots les plus trompeurs qui soient. Le plan de partage n'avait pas beaucoup de sens pour les Arabes palestiniens. Se pourrait-il que par cette phrase, vous vouliez dire que les Arabes n'ont pas accepté leur plan de partage et qu'ils ont donc commencé à tirer sur des civils juifs? Déballons cela. Les Britanniques avaient fait déjà assez de problèmes chez eux et leur empire s'effondrait. Ils ont dit à l'Organisation des Nations Unies de s'occuper de ce problème judéo-arabe. L'Organisation des Nations Unies a examiné la question et a décidé de diviser le territoire en un État juif et un État arabe. Ni les Juifs ni les Arabes n'ont aimé cette décision. Cependant, les Juifs étaient prêts à faire des compromis, mais les Arabes ne l'étaient pas. Au lieu de cela, ils ont commencé à tuer des civils juifs. Enfin, ils n'ont pas vraiment commencé à ce moment-là, puisqu'ils avaient déjà commencé en 1920 ans. Ils ont poursuivi. C'est très important à comprendre, donc cela mérite d'être répété. En 1947, les Arabes avaient la possibilité d'établir un État palestinien, et ils ont dit non. Et quant à l'affirmation selon laquelle les Juifs recevaient plus, même s'ils étaient moins nombreux, de la terre du mandat britannique, les Arabes ont également obtenu la Jordanie.
Maintenant, je n'ai rien contre les Jordaniens, mais les Jordaniens et les Palestiniens sont le même peuple. Les deux sont des entités qui ont simplement été implantées par les Britanniques. Il n'y avait aucune différence entre les Arabes qui vivaient du côté est et du côté ouest du fleuve Jourdain. Je veux dire que les Arabes avaient déjà pris une grande partie des terres du mandat britannique. Et si vous prenez aussi en compte le territoire de la Jordanie, les Juifs ont en fait obtenu la plus petite partie. Dire que les Juifs ont reçu les terres les plus fertiles est faux. La majorité des terres reçues par les Juifs étaient désertiques. Je souhaite maintenant vous montrer une carte incroyable. À gauche, vous voyez la carte du plan de partage. Et à droite, vous pouvez voir une carte des zones infectées par le paludisme. Donc les Juifs ont reçu le désert, les marécages et le paludisme. Le 10 mars, quelques mois avant la fin du mandat britannique, la Haganah a adopté ce qu'on appelait le plan Dalet, ou plan D. Sur le papier, l'objectif principal était de prendre le contrôle de l'État juif tel que défini dans le plan de partage, tout en défendant les colonies juives situées en dehors des frontières. Parlons maintenant de Toukhnit Dalet ou du plan D. Le camp pro-palestinien n'a pas beaucoup de cartes à jouer, alors il joue souvent la carte du plan D. Mais comme vous allez bientôt le comprendre, c'est en réalité une carte très faible. Le 29 novembre 1947, les Juifs ont accepté le plan de partage, alors que les Arabes ont refusé et ont commencé à attaquer les Juifs. Leur premier acte a été d'attaquer Abbas. En réponse à cela, les Juifs ont commencé à se déplacer en convoi. Ils ont ajouté des plaques de métal à leurs camions et avaient des gardes armés. En réponse à cela, les Arabes ont commencé à bloquer les routes et à tirer sur les convois. Le plus gros problème était à Jérusalem. Jérusalem était la plus grande ville juive, abritant 100 000 Juifs. Et la route de Tel Aviv à Jérusalem traversait une vallée où des villages arabes se trouvaient sur les montagnes des deux côtés. Deir Yassin en faisait partie. En mars 1948, donc 4 mois après que les Arabes ont commencé à tirer sur les voitures juives, il y a eu 3 catastrophes pour les Juifs. 3 convois ont été anéantis par les Arabes, dont 2 qui se rendaient vers la ville assiégée de Jérusalem. Plus de 100 Juifs transportant des provisions ont été tués. Si Jérusalem tombait, ce serait la fin d'Israël avant même qu'il n'ait été établi. Permettez-moi de vous rappeler qu'en mars 1948, 1200 Juifs avaient été assassinés par des Arabes, et aucun Juif tombé entre les mains des Arabes n'avait survécu. Si Jérusalem était tombée, vous devinez ce qui se serait passé. Très effrayant. C'est donc dans ce contexte qu'il faut considérer le plan D. Si vous voulez déformer la réalité, il suffit d'omettre le contexte, comme le fait Volks. Les Juifs ont décidé de changer de stratégie et, au lieu de penser de manière défensive, ils ont commencé à penser de manière offensive. L'idée était de prendre le contrôle de toutes les zones le long de la route vers Jérusalem. Le plan D proposait que cela soit fait en encerclant d'abord les villages arabes. Si les habitants coopéraient, il y aurait une vérification pour voir s'il y avait des armes dans les villages. Et s'il n'y en avait pas, alors tout le monde pourrait reprendre sa vie normalement. Si les habitants résistaient, il y aurait un combat pour le contrôle de leur village, et les gens seraient déportés à quelques kilomètres de là, vers la zone censée être l'État arabe. Les organisations pro-palestiniennes brandissent ce plan D comme une preuve que les Israéliens ont déporté des Arabes. Ils oublient que c'était un plan militaire, que les Arabes ont tué des centaines de civils juifs, et que ceux qui ne combattaient pas pouvaient jamais rester dans leur village. En réalité, des dizaines de milliers d'Arabes qui n'ont pas combattu les Juifs sont restés dans leur village et leur ville, alors qu'aucun Juif n'a survécu dans les zones conquises par les Arabes. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Deir Yassin ? L'un des massacres de villages les plus médiatisés a eu lieu ici, à Deir Yassin. Donc au début de la vidéo, ils ont dit que l'histoire avait été soigneusement dissimulée en Occident et largement oubliée. Et maintenant, ils disent que c'est le massacre de village le plus médiatisé. Alors Volks, tu as décidé de mentir ? Très bien, tu es vraiment doué pour ça. Mais au moins, sois un peu cohérent dans tes mensonges et ne dis pas de choses opposées dans la même vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Deir Yassin ? Comme indiqué, un pacte de paix local existait. Mais les habitants de Deir Yassin l'ont rompu en tirant sur des véhicules juifs et en accueillant des combattants arabes. Au début de 1948, il était clair pour les deux parties que le pacte de paix local n'était plus pertinent.
Au début de la bataille, les forces juives ont utilisé des haut-parleurs pour permettre aux femmes, enfants et personnes âgées d'évacuer. Réfléchissez-y. En gros, les Juifs ont volontairement abandonné l'élément de surprise, qui est crucial dans une bataille, afin que les civils aient suffisamment de temps pour s'enfuir. Pensez-vous que les Arabes aient jamais donné aux civils juifs le temps de s'enfuir avant d'attaquer? Jamais. Pas de 1920 au 7 octobre 2023, jamais. Les forces juives qui ont attaqué le village venant de l'Etzel et du Lehi, qui étaient des groupes paramilitaires de droite. Peu expérimentés militairement, ils ont commencé à faire exploser les maisons à mesure que la bataille avançait. Certaines des maisons abritées sont des civils qui n'avaient pas évacué. À la suite de la bataille, il y avait 5 Juifs morts et environ 100 Arabes morts. Parmi ces Arabes qui sont morts, beaucoup étaient des combattants, mais certains étaient des civils qui s'étaient cachés dans leurs maisons. Environ 10 à 20 civils ont été abattus par des membres de l'Ephi Etzel après leur reddition. La bataille de Dir Yassin était petite, mal planifiée et mal exécutée. Quelques dizaines de civils sont morts pendant les combats. Et au maximum, si l'on prend la plus haute estimation, 40 civils ont été abattus après s'être rendus. C'est un fait qu'une tragédie s'est produite à Deir Yassin, et il est juste que les Juifs assument leur part de responsabilité. Mais il est également juste de mentionner le contexte, d'avoir un sens de la proportion et de comprendre que cela allait dans les deux sens. Et en fait, les Juifs ont assumé leur part de responsabilité. Après l'événement, l'agence juive a envoyé une lettre à Abdallah, roi de Jordanie, condamnant l'attaque, affirmant qu'elle avait été menée par des extrémistes juifs et qu'elle contredisait les valeurs juives. Voilà, mes amis, la vraie histoire de Dir Yassin. Quelques jours après la bataille de Dir Yassin, un convoi de l'hôpital de Jérusalem a été attaqué par les Arabes. 80 médecins et infirmières juifs ont été assassinés. Volks n'a pas consacré de vidéo à eux ni aux 130 civils juifs qui ont été massacrés à Karatzion un mois après la bataille de Dir Yassin. Les milices sionistes l'ont utilisé comme outil de propagande pour en parler partout. L'idée était que si vous ne partez pas, nous vous ferons la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas vrai. Les dirigeants militaires ou politiques juifs n'ont jamais utilisé la bataille de Deir Yassin pour inciter les Palestiniens à quitter leur maison. Ce sont les Arabes qui ont utilisé l'histoire de Dir Yassin pour motiver d'autres Arabes à se battre. C'est Hussein Kaldi, l'ancien maire de Jérusalem et représentant du Haut Comité arabe, qui a persuadé les Arabes de Dir Yassin de dire qu'il y avait eu plus de morts et de viols, et que les Juifs avaient utilisé des chars et d'autres choses qui ne se sont jamais produites. Le but était de motiver les Arabes à combattre les Juifs, mais au lieu de cela les a poussés à fuir. Après avoir pris Dir Yassin, les groupes paramilitaires sionistes ont vidé les grandes villes, y compris Haïfa et Jaffa. Maintenant, Volks a commis une grosse erreur ici en prenant Haïfa comme exemple. Contrairement aux autres informations trompeuses dans cette vidéo, où ils ont intentionnellement déformé les faits, ici ils se sont creusés un profond piège eux-mêmes, et je vais les laisser y tomber. La bataille de Haïfa est le meilleur exemple de ce qui est réellement arrivé aux Arabes dans le monde, et comment ils sont devenus des réfugiés. Donc Haïfa était une ville mixte, moitié juif et moitié arabe. Les Arabes ont commencé à tirer sur les voitures juives entrant à Haïfa, ce qui a entraîné des combats entre les quartiers juifs et les Arabes. Haïfa était alors l'un des plus grands centres de la direction arabe. Et qu'a fait la direction arabe? Elle s'est enfuie. Des bandes arabes ont commencé à se battre entre elles et à voler les Arabes locaux. Le maire juif de Haïfa, Mouché Carmel, a dit aux Arabes qu'ils pouvaient en rester et qu'ils ne seraient pas blessés. L'Arabe a interrogé le Mufti Amin al-Husseini, chef du Haut Comité arabe, sur la conduite à tenir. Et il a dit « Ne vous rendez pas aux Juifs et ne coopérez pas avec eux. Enfuyez-vous et dans quelques semaines, les armées arabes conquerront Haïfa et vous pourrez revenir. » Volks ne vous dira pas que les dirigeants arabes ont fui les premiers et que les autres ont été forcés de partir seulement quelques semaines. Et d'ailleurs, pas un seul juif n'a pu vivre dans les zones conquises par les Arabes, mais 160 000 Arabes qui ne se sont pas enfuis ont pu devenir citoyens israéliens. Le plan D est devenu le modèle pour mener à bien le nettoyage ethnique de la Palestine historique afin de faire place à un nouvel État. Non, Dir Yassin est un événement extrême qui ne représentait en aucun cas la guerre.
Et le fait que Dira Singh soit le seul exemple utilisé par les pro-palestiniens montre bien que ce n'était pas la norme et que ce n'était pas le modèle. Seuls quelques-uns ont été forcés de fuir. La majorité a choisi de fuir dans l'espoir de pouvoir revenir une fois que les armées arabes auraient vaincu Israël. Haïfa a servi de modèle. Les Arabes ont tiré sur des civils juifs. Les chefs arabes ont fui lâchement. En Peestonch, les bandes arabes se sont affrontées et beaucoup d'Arabes ont fui, croyant qu'après la défaite d'Israël par les armées arabes, ils pourraient en revenir. Les pays arabes voisins, submergés par les réfugiés palestiniens, ont aussitôt attaqué Israël. Les pays arabes ont attaqué Israël pour aider les réfugiés palestiniens. Désolé de vous décevoir, hein, mais leur motivation n'était pas de se battre pour les réfugiés palestiniens. En réalité, leur motivation était d'anéantir Israël. Dès que les Britanniques sont partis le 14 mai 1948, 5 armées arabes ont envahi Israël pour une seule chose, détruire Israël et tuer tous les Juifs. Heureusement, nous avons gagné. Transformer 6 millions de Palestiniens en réfugiés sans patrie. Celle-ci est intéressante. Si environ 700 000 ont quitté leur foyer, pourquoi y a-t-il 6 millions de réfugiés? Ce que je vais dire maintenant va vous épater. Et le fait que vous ne l'ayez pas su jusqu'à présent vous fera réaliser à quel point le récit ou la propagande palestinienne est profondément ancrée. Qu'est-ce qu'un réfugié? Deux définitions juridiques existent maintenant. L'une concerne tous les réfugiés du monde, c'est-à-dire une personne qui a dû quitter son domicile à cause de la guerre ou d'une crise. Et il y a eu des centaines de millions de réfugiés depuis 1945. Et il existe une autre définition distincte pour les réfugiés les plus privilégiés du monde, les Palestiniens. Et la différence, c'est que les Palestiniens sont le seul groupe au monde à transmettre ce statut de réfugié à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même. Pour eux, la Nakba n'est pas seulement un moment de l'histoire. C'est une catastrophe qui ne s'est jamais vraiment terminée. Leur catastrophe perdure pour deux raisons. Ils n'ont jamais assumé la responsabilité de leurs actes. Deuxièmement, ils continuent d'essayer d'effacer Israël. Ils ont dit non à un État palestinien en 1937. Ils ont de nouveau refusé en 1947. Entre 1948 et 1967, ils pouvaient en créer un État palestinien. Ces zones étaient en sous-contrôle jordanien et égyptien, mais ils ne l'ont pas fait. Yasser Arafat et Abou Mazen ont aussi eu de nombreuses occasions, mais ils ont continué à dire non. Baldamir a dit un jour « La paix viendra quand les Arabes aimeront leurs enfants plus qu'ils ne nous haïssent ». Malheureusement, les Palestiniens élèvent encore leurs enfants dans la haine envers nous. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais prendre un peu de recul. Je veux vous montrer une carte que j'aime beaucoup. Ici, vous voyez le monde, il est vraiment vaste, plus grand qu'Israël. Après chaque guerre mondiale, la première, la seconde, et dans une certaine mesure aussi la guerre froide, il y a eu un nouvel ordre mondial. Après la Seconde Guerre mondiale, une vague de nouveaux pays a été créée. Voici une liste rapide. Corée, Indonésie, Proche, Pakistan, Inde, Israël, Jordanie, Syrie, Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. De 1945 à 1949, la création de la plupart de ces États et les nouvelles frontières en Europe de l'Est, avec le déplacement de la Pologne vers l'Ouest, ont été accompagnés par les déplacements de dizaines de millions de personnes. Et comme vous pouvez l'imaginer, le déplacement forcé de dizaines de millions de personnes, des Allemands de l'Est, des Hindous vers l'Inde, des musulmans vers le Pakistan, des Polonais, des Ukrainiens, des Juifs des pays arabes, n'a rien eu de pacifique. Des millions sont morts lors de ces migrations massives. Le fait que le monde soit obsédé par la Nakba, par le plan D et le petit village de Dir Yassin témoigne à quel point le récit palestinien est profondément ancré en Occident et à quel point les Palestiniens bénéficient d'une couverture médiatique importante.